Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être légèrement différente de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne puisque je vais pas vous raconter une histoire mais bien 3 affaires qui mêlent toutes violence institutionnelle, éducation, expérimentation et manipulation mentale. Un bien beau programme qui s'annonce, je préfère vous le dire d'office, assez lourd mentalement. Alors surtout, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, laissez-vous emporter avec moi. Comment faire une vidéo sur la manipulation mentale et les violences institutionnelles sans évoquer le très célèbre projet MKUltra? Les origines du projet MKUltra débutent sous l'OSS, l'Office des services stratégiques, ancêtre de ce qui sera ensuite la CIA, l'Agence centrale d'intelligence. En gros, c'est l'une des agences de renseignement des États-Unis. Je vais pas trop m'étendre dans les détails sur les toutes premières expériences de l'OSS, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que le but de ces recherches c'était de comprendre comment on pourrait agir sur l'esprit humain pour l'amener à faire ou à dire quelque chose. En gros, c'est de la manipulation. Ça s'est beaucoup développé dans les années 40, donc au moment de la Seconde Guerre mondiale, et parfois même l'inspiration venait des expérimentations faites par les nazis dans les camps de concentration. Les premières recherches se sont surtout concentrées sur différentes drogues et plus particulièrement le cannabis, en tout cas à la base, puisqu'après ça va dériver sur des substances beaucoup plus dangereuses. Concernant le projet MKUltra, on parle très souvent de celui-ci parce que c'est le plus connu. Mais en réalité, c'est un ensemble de dizaines et de dizaines de projets top secrets, on estime qu'il y en a eu à peu près 150, qui ont été menés par la CIA pendant plus de 30 ans, entre les années 50 jusqu'aux années 70, même voire 80. Et la fin officielle de MKUltra, elle date de 1988, donc c'est pas si vieux que ça. Ce qu'il est important de savoir, c'est que parmi tous ces différents projets, il y avait quand même un tronc commun qui était celui de la manipulation et principalement l'objectif c'était d'arriver à contrôler l'esprit d'une personne de la façon la plus invisible possible. Donc pas trop en passant par des interventions chirurgicales ou vraiment des gros moyens physiques, sinon évidemment tout ça perd de son côté top secret et discret. D'ailleurs, la CIA, elle n'est pas la seule organisation à faire ce type d'expérience dans ces années-là. L'armée américaine aussi s'y met de son côté, et bien d'autres laboratoires, d'autres organisations également. Mais pourquoi les États-Unis veulent à ce point développer ce type de technologie à cette époque-là? La plupart d'entre vous doivent se dire que la réponse est super évidente, mais on va quand même y répondre et donner un petit peu de contexte à ceux qui n'auraient pas bien suivi leur cours d'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale a débuté une autre guerre, beaucoup plus insidieuse cette fois, la guerre froide. Ça opposait grossièrement les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Deux mondes pratiquement opposés, que ce soit d'un point de vue idéologique, politique, stratégique, enfin tout quoi. Et le truc c'est que aux États-Unis, on a vraiment super peur de la menace rouge, les communistes. Alors ça c'est la grande peur, on croit les voir partout, on pense qu'ils infiltrent le territoire, et pour le coup c'est pas complètement faux non plus puisque l'URSS est aussi une superpuissance qui, elle aussi espionne les USA, donc ça complote et ça magouille dans les deux sens pour savoir qu'est-ce que fait l'autre, avec qui il s'allie, où sera la prochaine menace et tout, sans compter le fait qu'on entre aussi à cette période dans l'ère du nucléaire et de l'atomique qui fait peser une menace terrifiante sur le monde. Bon, je suis pas prof d'histoire, donc je suis désolée si ce que je raconte est super caricatural. Le but c'est simplement de comprendre l'ambiance et l'effervescence à la limite de la psychose collective qui règne à cette période-là contre les soviétiques.
Donc c'est ce contexte historique qui sert de carburateur à l'explosion de tous ces projets pour être le premier à, celui qui arrivera à trouver le meilleur moyen de. Dans certains domaines d'ailleurs, la guerre froide elle va totalement booster l'innovation scientifique, je pense notamment à la course à l'espace, avec vous savez cette volonté d'être les premiers à envoyer des satellites, puis des hommes dans l'espace, sauf que il va y avoir le pendant négatif de tout ça, que représente très bien le projet MK Ultra. Je profite d'ailleurs de vous parler de tout ça pour mentionner la série Stranger Things qui est absolument incroyable. En tout cas, moi j'en suis une très grande fan. Et en fait, c'est une série qui s'inspire complètement du projet MK Ultra dans le fond de son récit. Alors bien entendu, on parle d'une série de science-fiction, mais si on met de côté tout ce qui est vraiment paranormal et toutes les choses qui touchent à l'Upside Down ou au pouvoir surnaturel des enfants du laboratoire Dawkins, il y a quand même beaucoup de représentations dans la série de faits réellement issus de ces expérimentations. Je pense par exemple aux injections de drogue et de LSD, à l'utilisation d'électrodes et à l'étude des ondes cérébrales, à l'utilisation des électrochocs ou encore des caissons d'isolation sensorielle, à la privation de sommeil ou à des sevrages forcés à répétition. Ça, ce sont des choses qui ont véritablement été expérimentées. Les sujets d'études de prédilection dans le cadre de ce projet, c'était l'amnésie et les troubles dissociatifs de l'identité. Il y avait aussi un attrait tout particulier pour l'hypnose, mais aussi pour les molécules et la chimie. Je dirais aussi que tous ces projets, ils peuvent se regrouper autour de deux grands axes. L'axe négatif, dans le sens où on cherche à retirer quelque chose à quelqu'un, que ce soit des souvenirs, une information, sa volonté propre, etc. Et à l'opposé, l'acte plus positif, c'est-à-dire que là, on essaye d'ajouter de nouvelles capacités à quelqu'un, genre développer ses capacités cognitives. Malheureusement, encore aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les détails de toutes ces expériences, que ce soit leur procédure d'utilisation ou même les résultats que ça a donné, parce que la grande majorité des documents confidentiels, que ce soit des comptes rendus, les rapports, les données, etc., ont été détruits sous les ordres du directeur de la CIA, Richard Helms, en 1972. Seule une petite partie de ces documents a survécu à la destruction et a été déclassifiée par la suite, ce qui nous permet d'affirmer que ces choses, elles ont bel et bien existé, sans qu'on en connaisse tous les détails. Et puis, comme dans la série, ce qui est dramatique, c'est que ces expériences, elles n'ont pas été menées sur des cobayes classiques. C'est aussi probablement ça qui fait qu'aujourd'hui, le MK Ultra est super connu et repris dans plein d'œuvres, mais aussi dans plein de théories du complot, à juste titre pour le coup. En fait, la CIA, elle a mené ses expérimentations dans la grande majorité sur des personnes qui n'avaient pas été mises au courant de ce qu'on allait leur faire, ou même qui ne se savaient absolument pas être un sujet d'expérience. Ça a notamment été fait sur des militaires, des employés de la CIA, mais aussi sur des civils. Les personnes vulnérables ont été celles qui ont été les plus visées, évidemment, détenus en prison, patients d'hôpitaux psychiatriques, des étudiants d'université, des prostituées et même des enfants. On estime que des centaines de personnes ont été droguées au LSD et à d'autres substances en phase de test à leur insu, en glissant dans leurs boissons, dans de la nourriture ou même des cigarettes. Et pour certaines, il y a eu des conséquences extrêmement graves, comme des troubles de l'humeur, comme la dépression ou l'anxiété, des troubles cognitifs, comme une perturbation du langage ou même des atteintes neurologiques de type amnésique, telles que la prosopagnosie par exemple, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les visages. Il y avait aussi des troubles du sommeil, de l'incontinence ou encore des troubles psychiatriques. On rapporte même au moins 2 morts en lien direct avec les expériences du MK Ultra. Harold Blower était un sportif à la retraite de 42 ans qui, suite à son divorce, s'est tourné vers l'Institut psychiatrique de New York afin d'obtenir de l'aide. Mais pendant plus d'1 mois, on va lui injecter à son insu un dérivé de mescaline, une drogue hallucinogène. Le 8 janvier 1953, quelques heures après avoir reçu sa 5e injection, il décède d'une overdose. Les causes réelles de son décès et son dossier médical ont été étouffés par l'État de New York et on a versé une grosse somme d'argent à l'ex-femme d'Harold pour qu'elle se taise, sans compter, j'imagine, la pression qui a dû lui être mise si jamais elle lui serait tentée de parler. Le docteur Frank Olson est lui aussi une victime probable du projet MK Ultra. Le 28 novembre 1953, Olson se jette par la fenêtre de sa chambre d'hôtel du 13e étage à Manhattan. Ce suicide arrive après qu'il ait ingéré du LSD à son insu et contre son gré dans le cadre du projet MK Ultra.
Bien que la CIA ait reconnu ces défaillances ayant conduit à ce drame, les enfants du Dr Olson pensent, eux, que leur père a en fait été sciemment éliminé à cause de ses connaissances sur le projet secret, et cette hypothèse, elle semble être accréditée par l'analyse d'experts qui ont exhumé son corps dans les années 90 et qui pensent qu'il aurait reçu un coup à la tête avant de faire sa chute par la fenêtre. Bref, il y a beaucoup de mystères qui entourent encore ces pertes humaines et malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais suffisamment d'éléments formels. Avant d'en terminer avec le MK Ultra, je voudrais aussi dire quelques mots sur celui qui a dirigé ce projet pendant des années et qui en est finalement la figure, Sidney Gottlieb. C'était un psychologue, militaire et chimiste, expert en poison et passionné par le contrôle mental. Ce type a notamment tenté d'empoisonner plusieurs hommes politiques étrangers comme Fidel Castro à Cuba ou encore le général irakien Abdul Karim Qassim. Il a aussi torturé des prisonniers au Vietnam en leur faisant subir des trépanations à vif puis en les abattant. À ça, je rajouterais le fait que ses surnoms étaient Sale escroc et Sorcier noir. Ça vous va comme présentation résumée? Ça vous situe un petit peu le bonhomme déjà? Non, franchement, je sais que c'est affreux, mais ces années-là, elles nous ont quand même livré un paquet de méchants ultra flippants comme on pourrait croire qu'il n'en existe que dans les films. Il était juste terrifiant. Eh bien c'est lui, c'est ce gars qui a dirigé le programme MK Ultra et il s'est entouré d'autres docteurs du même acabit. Aujourd'hui, la version officielle indique que le MK Ultra n'a rien donné. Les expériences n'ont pas mené à des découvertes réellement intéressantes et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini par être abandonné. Et franchement, j'ai plutôt tendance à croire à cette version. Je pense qu'on a surtout donné énormément de pouvoir à des hommes extrêmement sadiques avec un budget colossal, des millions de dollars et une impunité totale puisque le gouvernement américain s'occupait d'effacer les traces de leur bavure, ce qui a conduit des gens comme Gottlieb à bousiller la vie de centaines de personnes juste pour son plaisir de psychopathe. Et ça, ça a des répercussions encore aujourd'hui puisque cette théorie du complot, elle est avérée. Donc comment peut-on avoir confiance en des institutions de pouvoir qui nous gouvernent quand on sait ce qu'elles ont été capables de faire par le passé et comment être sûr qu'elles ne le font plus aujourd'hui? Ça donne finalement du grain à moudre à tous ceux qui doutent, à juste titre, de ceux qui nous dirigent. Voilà donc pour l'histoire un peu résumée du projet MK Ultra et maintenant je vais passer à la deuxième histoire de cette vidéo. La seconde affaire que je vais vous raconter est internationale. Tout commence en 2010 en Belgique, dans la ville de Liège, quand Ludovic Sénéchal achète plusieurs bobines de vieux films à un homme qui vidait le grenier de son père récemment décédé. La plupart des bobines sont celles de films anciens classiques, mais parmi elles, il y en a une qui semble un petit peu différente, sans étiquette. Le soir, Ludovic Sénéchal rentre chez lui à Lille pour les visionner. Et le lendemain, il est conduit par les urgences à l'hôpital le plus proche, atteint d'une forme étrange de cécité, probablement due à une tumeur dans le cerveau appuyant sur le nerf optique. Mais Ludovic semble persuadé que c'est le court-métrage qu'il a visionné sur la bobine sans titre qui l'a rendu aveugle, et il demande à son ex, le lieutenant Lucie Hennebel, qui travaille à la police judiciaire de Lille, de faire analyser la bobine. Et ce film, il est effectivement bizarre. Datant de 1955 et tourné sur une bobine achetée au Canada, on dirait un court-métrage issu du cinéma surréaliste, dans le style de Buñuel ou de Dali, et il s'en dégage une impression de mal-être. On y voit une jeune femme se faire scalper un œil, et un enfant égorger un taureau. Mais c'est pas tout, parce que une fois entièrement analysée, la bobine révèle encore plus de secrets. Des tonnes d'images subliminales ont été insérées dans le film. Les images subliminales, vous le savez probablement, ce sont des images qui sont intercalées dans une vidéo et qui sont si brèves qu'on ne peut pas les voir visuellement. Par contre, il a longtemps été pensé que ces images, elles étaient quand même captées par le cerveau et qu'elles pouvaient donc servir afin de manipuler les gens sans qu'ils puissent en avoir conscience, au point que l'utilisation d'images subliminales dans les publicités ou dans certains médias reste encore interdite dans de nombreux pays, comme c'est le cas en France par exemple. Dans l'affaire dont je vous parle, les images subliminales de cette bobine, elles représentaient essentiellement des scènes pornographiques, mais aussi des scènes de meurtre, où on voit une jeune femme être découpée en deux par la taille, un petit peu comme ce qui est arrivé au Dahlia Noir.
Alors forcément, la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène ou bien est-ce que c'est un véritable snuff movie? Mais bon, je vais pas vous mentir, la découverte dans un grenier d'une étrange bobine de film montrant peut-être un meurtre dans les années 50, ça suffit pas vraiment à ouvrir une enquête. Mais le lieutenant Enebel, elle va recevoir peu de temps après un appel anonyme du Canada qui va mettre en lien ce fameux film et la découverte récente, très médiatisée, de 5 corps en décomposition dans un chantier de Seine-Maritime à Notre-Dame de Gravenchon. Vous vous rappelez peut-être de ce fait divers sordide de 2010 lorsqu'on a retrouvé les dépouilles de 5 hommes empilés les uns sur les autres et enterrés à 2 mètres de profondeur. Tués par balles, méconnaissables, on leur avait même arraché les dents et coupé les mains pour rendre leur identification impossible. Mais quel peut bien être le rapport entre cette affreuse découverte et un film tourné dans les années 50 ? Eh ben c'est justement ce que les polices judiciaires de Lille et de Nanterre vont essayer de comprendre par leur enquête, qui va les emmener jusqu'au Canada pour éclaircir le mystère. Or le Québec, entre les années 40 et 60, il a été marqué par une période extrêmement sombre de son histoire, c'est l'affaire des orphelins de Duplessis. Pour vous résumer ça dans les grandes lignes, en fait c'était le gouvernement du Québec, dirigé par le premier ministre Maurice Duplessis, et l'église catholique romaine qui géraient ensemble les orphelinats à cette époque. Et malheureusement, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les orphelins illégitimes, c'est-à-dire que c'était pas vraiment des enfants qui avaient perdu leurs parents, mais c'était des enfants nés hors mariage, et donc qui étaient abandonnés par leur mère célibataire qui n'avait soit ni les moyens de les élever ou qui ne pouvait pas assumer socialement d'avoir eu cet enfant hors mariage. Donc il y avait vraiment beaucoup d'orphelins. Et le truc, c'est que l'État fédéral, il attribuait certaines sommes d'argent en fonction du type d'établissement qu'on ouvrait. Mettons par exemple une certaine somme pour l'ouverture d'un orphelinat ou d'une école, et près du double de ce budget pour l'ouverture d'un hôpital psychiatrique. Alors, qu'est-ce qu'a fait Maurice Duplessis ? Eh ben, il a placé des milliers, voire même des dizaines de milliers d'enfants orphelins dans des instituts psychiatriques et il a fait croire qu'ils avaient des pathologies mentales pour les interner et recevoir plus d'argent de l'État avec la complicité de l'Église. C'est une période très noire de l'histoire du Québec parce que pendant 20 ans, ces enfants ont été considérés comme des malades mentaux. Ils ont subi des violences et des maltraitances extrêmes, des traitements lourds dont ils n'avaient pas besoin, que ce soit prendre des cachets, être mis dans des camisoles de force, des traitements par électrochoc, de l'isolement, le fait d'être frappé, mal nourri, les agressions sexuelles, toutes les pires horreurs. Et on les a aussi exploités comme des esclaves. Et il se trouve que certains d'entre eux ont également servi de cobayes pour des expérimentations. On pense d'ailleurs qu'il y a pu y avoir des implications de la CIA et des tests du MK-Ultra sur ces enfants, même si c'est pas avéré. Ça fait vraiment partie des choses pour lesquelles on a des gros doutes, mais comme je vous le disais, beaucoup de dossiers ont été détruits, donc on n'a pas de preuves. En tout cas, c'est pas du tout farfelu de le croire parce que la CIA a officiellement reconnu avoir mené une partie de ses expériences du MK-Ultra à Montréal, à l'Institut Allen Memorial, donc peut-être que ça a aussi eu lieu dans d'autres centres. Bon, vous vous demandez peut-être quel est le foutu lien entre la bobine de film bizarre, les orphelins du Duplessis et les cadavres retrouvés en Seine-Maritime en 2010. Et ben en fait, le lien c'est le syndrome E. Et si vous avez envie de savoir ce que c'est que le syndrome E, je vous invite à découvrir le livre du même titre de Frank Tilly. Si je vous parle de ce livre aujourd'hui, c'est parce que cette vidéo est sponsorisée par l'application Nextory. Si vous ne connaissez pas encore Nextory, c'est une application vraiment très cool de lecture en streaming. C'est même la seule application française qui va vous donner accès en illimité à des milliers d'histoires, des e-books, des audiobooks, des BD, des séries originales audio, de la presse, des livres de cuisine, des guides de voyage, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi écouter jusqu'à 2 livres audio par mois parce que l'offre vous donne 15 heures d'écoute, sachant qu'un livre audio c'est à peu près 8 heures en moyenne, après ça peut être plus ou moins selon les livres que vous choisissez. Et justement, dans la catégorie polar, soit ma préférée, vous pouvez retrouver plein de livres de Frank Tillier, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup parce que il mélange la fiction à la réalité. Ce que je vous ai raconté là sur les orphelins de Duplessis, c'est totalement vrai, le lien potentiel avec le MK-Ultra aussi, et c'est pour ça que je vous recommande vraiment le syndrome E, qui est le premier livre d'une trilogie de Frank Tillier qui m'a énormément marqué.
Donc voilà, si jamais vous avez envie de découvrir le Syndrome E ou n'importe quelle autre œuvre parmi les plus de 250 000 titres qui sont disponibles sur la plateforme, il y a un lien à retrouver en barre d'informations. Si vous cliquez dessus, vous allez instantanément pouvoir bénéficier de 60 jours offerts. Voilà, c'est notre petite surprise avec Next Story qu'on avait envie de vous faire pour l'été. Donc n'hésitez pas à suivre le lien qui se trouve en barre d'informations. Je remercie encore Nextory de collaborer avec moi parce que c'est pas évident avec toutes les démonétisations que je me prends ces derniers temps. Et surtout, merci de me faire confiance et de me suivre dans les idées un petit peu spéciales de collab que je peux avoir. Je trouvais que c'était vraiment cool de mélanger cette histoire avec les deux autres de la vidéo parce que elle relie vraiment très bien l'affaire du MK Ultra et le troisième sujet de cette vidéo auquel on va passer sans plus attendre. Alors pour le coup, c'est pas une histoire en particulier, mais je voulais vous parler d'un phénomène de société. Dans les cas dont je vais vous parler là, ça se passe aux États-Unis, mais ça existe aussi dans de nombreux autres pays malheureusement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la TTI, la Troubled Teen Industry? Peut-être que si je cite les noms d'Elan School ou bien de Provo Canyon, dénoncés récemment par Paris Hilton, ça va un petit peu plus vous évoquer quelque chose. Il s'agit d'organismes ou d'écoles qui se revendiquent être des camps d'entraînement, des programmes de modification du comportement, des thérapies dans la nature ou encore même des thérapies de conversion. Bref, ce sont des infrastructures qui proposent d'offrir leurs services pour recadrer l'éducation d'adolescents à problème. Et par à problème, on peut entendre dire beaucoup de choses. Des enfants qui ont du mal avec l'autorité, qui sont hyperactifs, qui ont des difficultés scolaires, qui consomment de l'alcool ou de la drogue, ou même simplement qui passent trop de temps sur des jeux vidéo au goût de leurs parents, ou qui ne sont pas hétérosexuels. L'étiquette de ces problèmes est sans limite. Mais en réalité, le vrai problème, il vient des méthodes éducatives employées par ces institutions. Premièrement, le consentement des enfants ou des adolescents placés dans ces centres n'est pas du tout obligatoire. Comme je vous l'expliquerai par la suite, il est même très rarement respecté. Et puis ensuite, les programmes reposent souvent sur des techniques extrêmement strictes, punitives, voire carrément violentes. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'éducation positive, et bah là, c'est tout le contraire. Déjà, l'entrée dans ces programmes, elle est extrêmement brutale. Ça commence purement et simplement par un enlèvement organisé en accord avec les parents du jeune en question. Voici des extraits du témoignage d'un adolescent qui s'appelle Kenneth qui a été enlevé en pleine nuit. Ils sont entrés pendant que je dormais. Ils m'ont appelé par mon prénom, m'ont dit de me lever et de m'habiller. À côté de mon porte-monnaie, de mes clopes et de mon briquet, mon téléphone n'était plus là. J'ai demandé si l'un des deux hommes savait où il était. Ils savaient, mais ils avaient un planning à tenir et nous ne pouvions pas être en retard. Je me souviens avoir pensé « ça y est, ce moment est arrivé ». Il était environ 2 heures du matin et les hommes ont commencé à s'agiter alors que je me retournais dans mon lit. Je me souviens m'être dit « ça peut pas être en train d'arriver, pas à moi ». J'ai attrapé la couette et j'ai tiré dessus pour couvrir ma tête et ne plus être éblouie par les lumières de la chambre désormais allumées. Un genou m'a soudain appuyé dans le dos et j'ai convulsé brièvement. Ça m'a pas vraiment fait mal, mais le sentiment de vulnérabilité m'a étouffée. L'homme semblait faire 2 fois ma taille et 10 fois mon poids. Mes parents sont apparus dans l'entrebâillement de la porte. Je ne les avais plus vus ensemble depuis le divorce. Va avec les messieurs, s'il te plaît. Ne te débats pas. Ne croyez surtout pas qu'un tel témoignage est une exception. Ces enlèvements organisés sont si fréquents qu'il existe aux États-Unis des sociétés spécialisées dans le transport d'adolescents pour les emmener vers les camps de rééducation. C'est même une pratique tout à fait légale dans la plupart des États. Il existe de nombreux témoignages d'adolescents qui affirment avoir été réveillés en pleine nuit et qui ont été forcés de quitter chez eux ou alors attrapés alors qu'ils étaient au restaurant avec leur famille, parfois même menottés pour éviter de se débattre, puis emmenés jusqu'à un van et ce sans avoir été prévenus préalablement par leurs parents. C'est absolument traumatisant et la plupart de ceux qui ont été escortés de cette façon gardent des séquelles psychologiques, cauchemars, flashbacks intempestifs, engourdissements émotionnels, troubles de la concentration, troubles du sommeil, etc. Super pour une première entrée en matière, mais ce n'est que le début. Parce qu'ensuite, dans les écoles et ou camps, ils vont subir encore plein de traumatismes supplémentaires qui varient en fonction du type de programme auquel leurs parents les ont inscrits.
Pour tout ce qui est camp d'entraînement ou thérapie dans la nature, comme les noms l'indiquent, ça va généralement être beaucoup de temps passé en pleine nature. Pour les camps par exemple, on a vraiment une organisation qui est presque militaire, alors que c'est un petit peu plus souple dans les thérapies dans la nature. Mais dans tous les cas, les conditions sont vraiment très très difficiles. Les adolescents se retrouvent généralement dans les bois, dans le froid, ils peuvent être privés de nourriture, de douche, de toilettes, ils doivent souvent dormir dans des tentes et sans vêtements appropriés. Les éducateurs ne sont absolument pas bienveillants non plus, on va par exemple les déshabiller régulièrement pour soi-disant les fouiller, on va les frapper, les forcer à boire leur urine. Les règles de sécurité les plus élémentaires ne sont pas appliquées non plus, ce qui a conduit d'ailleurs plusieurs adolescents à mourir dans ces camps d'entraînement, que ce soit de noyade, d'hypothermie, d'insolation, de déshydratation, de suicide ou parce qu'ils avaient été trop battus. C'est par exemple ce qui est arrivé à Martin Lee Anderson en 2006, alors qu'il n'arrivait plus à respirer à cause d'un problème de santé et que les formateurs ont préféré le frapper plutôt que de l'emmener aux urgences. L'un des cas les plus tragiquement célèbres de ce type d'horreur, c'est Ellen's School. Je vais pas vous refaire toute l'histoire de cette école parce qu'il y a une très bonne vidéo de Feldup sur le sujet. Je vous mettrai le lien ici et puis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui l'avaient déjà vu. Mais pour faire un rapide résumé, c'est une école qui a été ouverte dans les années 70 dans le Maine et officiellement fermée en 2011. Le fondateur de cette école avait réussi à surmonter sa toxicomanie grâce à une méthode basée sur les violences et l'humiliation. Donc, il a reproduit ça à l'échelle d'une école entière. Le quotidien des élèves, c'était de la maltraitance à l'état pur, c'était se faire hurler dessus, des insultes par des dizaines d'autres élèves lors de séances, c'était se retrouver en isolement pendant des semaines, être privé de sommeil, de nourriture, récurer les toilettes avec une brosse à dents, enfin, toutes les pires choses qu'on peut imaginer. Et cette école, j'insiste là-dessus, n'a été fermée qu'en 2011. Mais le pire, c'est qu'il y a encore plein d'autres programmes qui font partie de la TTI qui existent encore à l'heure actuelle. C'est le cas par exemple de Provo Canyon School qui a reçu une attention médiatique récente quand Paris Hilton a témoigné en 2020 de ce qu'elle avait subi là-bas lors de son adolescence. J'ai été quotidiennement maltraitée verbalement, mentalement et physiquement. J'ai été coupée du monde extérieur et privée de tous mes droits humains. Chaque fois que j'allais aux toilettes ou que je prenais une douche, j'étais surveillée. À 16 ans, j'étais enfant. Je sentais leurs yeux perçants fixer mon corps nu. J'étais juste une enfant et je me sentais violée chaque jour. C'est institutionnel, dégradant et terrifiant. À Provo, les enfants étaient enfermés, frappés, jetés contre les murs, étranglés et régulièrement abusés sexuellement. Je ne pouvais pas le dénoncer car toutes les communications avec ma famille étaient surveillées et censurées. Et ce qui est dégoûtant, c'est que le programme ne censure pas seulement les communications avec la famille, mais aussi avec le monde extérieur. Nous ne pouvions donc pas appeler à l'aide. Elle a aussi raconté qu'on l'a battue, envoyée à l'isolement sans vêtements et qu'on l'a forcée à prendre des pilules dont elle n'a jamais su ce qu'elles étaient. Suite à sa prise de parole, la direction de l'école Provo s'est exprimée dans un communiqué pour indiquer que l'établissement avait changé de gérant en l'an 2000 et Tim Marshall, l'un des administrateurs de l'école, a démenti le fait que des médicaments aient pu être utilisés pour mettre les élèves sous sédation. Et il a aussi souligné que le recours à l'isolement a été éliminé depuis quelques temps. Ça reste des explications bien légères à mon sens et pas entièrement satisfaisantes, mais bon, tout ce qu'on peut espérer, c'est que le fait qu'une star aussi renommée ait témoigné contre ses agissements puisse faire bouger les choses. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans les sources que j'ai listées en barre d'informations, ainsi que beaucoup de témoignages d'adolescents qui ont été envoyés dans des écoles ou des camps de ce type, si ça vous intéresse, mais je vous préviens, les détails sont parfois très violents et c'est assez lourd émotionnellement. Voilà donc pour ces 3 sujets dont j'avais envie de vous parler à propos des maltraitances et des violences institutionnelles à grande échelle impliquant sous différentes formes de la manipulation mentale.
On a commencé avec le MKUltra, ces programmes secrets de la CIA qui n'ont pas hésité à torturer des centaines de personnes dans l'espoir de développer des nouvelles technologies de manipulation mentale à distance. Puis on a parlé des orphelins de Duplessis, ces milliers d'enfants qui ont été violentés, maltraités, qui ont servi d'esclaves et de cobayes au Québec sous la direction cupide d'un gouvernement corrompu. Et puis on a terminé avec l'exploitation d'un business assez juteux aux États-Unis, ces soi-disant programmes d'éducation pour redresser des jeunes à problème qui utilisent des méthodes absolument dévastatrices et traumatisantes et qui malheureusement existent encore aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement, je parle assez rarement de crimes à si grosse échelle, surtout quand ils sont commis par des gouvernements ou des lobbies aussi puissants, mais comme ça impliquait cette dimension quand même très psychologique avec la manipulation mentale, j'avais quand même bien envie de vous en parler un jour sur ma chaîne. Merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite à suivre le lien en barre d'informations si vous souhaitez bénéficier des 60 jours d'abonnement offerts pour aller découvrir, pourquoi pas, les histoires de Franck Thillier par exemple. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember?